Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT sur la chaîne Anatomie LCA. Au sommaire de cette nouvelle édition, nous allons vous présenter l'anatomie générale du système nerveux, les généralités concernant le système nerveux central, l'organogénèse, l'anatomie des méninges, suivi de la barrière hématoméningée. Ensuite, nous aurons les cavités au sein du SNC, le liquide cérébrospinal, l'anatomie du cerveau, du tronc cérébral, du cervelet et pour finir de la moelle spinale. Alors, on commence avec l'anatomie générale du système nerveux. Donc, le système nerveux, c'est l'ensemble des organes de commande de l'organisme qui doit assurer la coordination, la régulation et le contrôle des viscères à l'intérieur de l'organisme, d'une part, et vis-à-vis du milieu extérieur, d'autre part. Donc, on a une commande interne et une commande externe. La cellule de base, ce sera le neurone. Et le tissu interstitiel, c'est la névrologie. Donc, ça, ce sera le tissu qui est autour. On a trois système nerveux central, périphérique et végétatif. Maintenant, on va préciser chaque rôle de chaque partie du système nerveux. Donc, on a le système nerveux périphérique. Donc, lui, il est composé des racines et des nerfs, plus les ganglions. Il n'a aucune autonomie. Donc, en fait, il va dépendre du système nerveux végétatif et du système nerveux central. Ensuite, on a le système nerveux végétatif, donc système nerveux autonome ou système nerveux sympathique. C'est la même chose. Donc, lui, il est indépendant. Il est orthosympathique et parasympathique. Donc, deux voies, ortho et para. Donc, la voie orthosympathique, elle aura un médiateur qui est adrénergique. Donc, ça veut dire qu'il utilise l'adrénaline. Et le parasympathique, ce sera cholinergique. Ça veut dire qu'il utilise l'acétylcholine. Donc, celui-là, il est autonome. Ensuite, on a le système nerveux central. Donc, système nerveux central qui possède les corps cellulaires des neurones. Donc, il va former un axe qui s'appelle le névraxe. Donc, système nerveux central et névraxe, c'est exactement pareil. Il est constitué de l'encéphale et de la moelle spinale. L'encéphale, lui, alors attention, l'encéphale, c'est pas synonyme de cerveau. L'encéphale comprend le cerveau, plus le cervelet, plus le tronc cérébral. Donc attention, encéphale égale cerveau, cervelet et tronc cérébral. Alors maintenant, généralité sur le système nerveux central. Donc l'encéphale, donc on répète, cerveau, cervelet, tronc cérébral, il est dans la boîte crânienne. On a ensuite la moelle spinale qui est, elle, dans la colonne vertébrale. Ensuite, on a l'encéphale, il a deux étages. Le premier, il est moyen et supérieur, ce sera l'étage du cerveau. Le deuxième, ce sera l'étage postérieur inférieur. Là, on aura cette fois le cervelet et le tronc cérébral. Le cerveau, il est composé du télencéphale et du diencéphale. Le télencéphale, ce sera ce qui formera les hémisphères. Et au milieu, on aura le diencéphale. On passe maintenant à l'organogénèse du système nerveux. Donc, on part de l'ectoblaste. Cet ectoblaste, il va donner les gouttières neurales et crêtes neurales. Donc, la gouttière neurale, elle va former le tube neural. De ce tube neural, on aura tout le système nerveux central. Attention, le système nerveux central. Ensuite, on aura l'archéoencéphale qui va donner le cerveau et le chordoencéphale qui va donner le cervelet et le tronc cérébral. Donc, les deux, c'est à la base de l'encéphale. Et ensuite, on a la future moelle spinale. Ensuite, à partir des crêtes neurales, cette fois, on aura une partie de ces crêtes qui va donner les ganglions et les nerfs du système nerveux végétatif et du système nerveux périphérique. Donc maintenant, on va parler des malformations du tube neural. Donc en fait, ça va donner certaines pathos. La première, s'il y a un défaut de fermeture du neuropore antérieur, ce sera un encéphalite. Donc ça, c'est pas viable. Donc, vous ne verrez jamais personne qui sera sans cerveau, sans encéphale. Ensuite, si vous avez un défaut de fermeture du neuropore postérieur, cette fois, on a deux possibilités. La première, c'est la spina bifida aperta. Aperta, c'est-à-dire ouverte. Donc, celle-là, elle est grave, puisque le système nerveux, il est à l'air, on va dire. Donc, en fait, il sera directement en contact avec l'extérieur, ce qui fait que c'est très grave et que ça peut donner, par exemple, des paralysies. De l'autre côté, on a les spina bifida occulta. Occulta, cette fois, ça veut dire fermé, donc qui est moins grave. Là, vous aurez par exemple juste une espèce de grosse boule de poil au niveau de l'endroit où c'est fermé, et ce sera pas plus grave que ça. Maintenant, on passe à l'organogénèse de la moelle spinale. Donc ça, c'est très important. Donc la constitution de la moelle spinale qui est primitive et qu'on verra plus tard, qui sera complète, sera hyper important. Donc on commence avec le tube neural qui est perforé au début par un canal qui est limité par un sulcus limitans. Donc le sulcus limitans, c'est ce que vous voyez sur le schéma en jaune, c'est le tour. Ensuite, donc ça va délimiter une partie dorsale et une partie ventrale.
La partie dorsale ou postérieure, c'est la partie qui sera sensitive et qui s'appelle la lame alaire. Ensuite, on a la partie ventrale, cette fois elle est motrice et ça s'appelle la lame basale. Au milieu, on a une partie intermédiaire qui est végétative. Donc ça se voit pas vraiment sur le schéma, c'est au niveau de la ligne. Entre les deux, on a la partie intermédiaire qui est végétative. Ensuite, on a une asymétrie de croissance de la moelle. Donc en fait, ça veut dire que la croissance s'arrête en L2. Alors généralement en L2, c'est approximatif, mais la plupart du temps c'est en L2. Et elle va se prolonger par le finum terminale. Donc ce finum terminale, il va aller jusqu'en S2. Donc en fait, vous aurez la moelle qui va descendre comme ça. À un moment donné, ça s'arrête. Et en dessous, vous aurez ce qu'on appelle la queue de cheval. Donc c'est le filum terminale qui descend. Donc en fait, ce qui fait que ces racines qui sont en bas, elles vont être directement verticales vu qu'elles partent du bas. Tandis que les racines du haut, vu qu'elles n'ont pas la place en dessous, vu qu'il y a quelque chose en dessous et qu'il n'y a pas rien comme pour l'autre, ça va être horizontal. Donc racine du haut horizontale, racine du bas verticale. Donc maintenant, on est à un stade plus tardif de la moelle spinale. Donc là, elle est mature. Donc au milieu, on a un axe gris central qui a la forme d'un H ou d'un papillon, comme vous voulez. Donc ce H, ce papillon, il est composé de cornes antérieures, deux cornes antérieures et deux cornes postérieures. Entre les deux, on a la commissure grise. Tout au milieu, on a un petit rond, c'est le canal épendymère ou canal central de la moelle séparé. Autour de l'axe gris, on a de la substance blanche. Cette substance blanche forme des cordons latéraux. Ensuite, au niveau de la corne antérieure, des cornes antérieures, on a des racines qui partent, racines antérieures qui sont donc motrices. Au niveau des cornes postérieures, on a la même chose. Cette fois, ce sont des racines qui sont sensitives. Elles vont se rejoindre et former un nerf spinal. À partir de ce nerf spinal, on aura des rameaux, un rameau antérieur et un rameau postérieur. Sur la racine postérieure, on a aussi un ganglion spinal. Ce sera là, en fait, où on aura les neurones. Ces racines, elles partent des sillons collatéraux de la moelle, donc sillon ventral et sillon dorsal. Et on a aussi un sillon antérieur, un sillon postérieur. Le sillon antérieur, ce sera celui qui est le plus creusé. Donc vous le voyez bien sur le schéma, il est plus creusé que le sillon postérieur. Et on ne voit pas spécialement les sillons latéraux, mais voilà, sachez qu'ils y sont. Alors, toujours sur la moelle, maintenant on va parler des 5 colonnes de la moelle. Très important à savoir par cœur. Donc, première colonne, celle qui est la plus extérieure et la plus postérieure, c'est la colonne extéroceptive. Ou extérosensitive, c'est pareil. Ensuite, on a la colonne proprioceptive, celle-là, elle est un peu plus à l'intérieur. Et on a la colonne viscéroceptive ou viscérosensitive. Donc, ces 3 colonnes, c'est celles qui étaient anciennement sur la lame alaire. Donc, ça, c'est de la sensibilité. Ensuite, on a la colonne viscéromotrice. Donc, toujours pareil, hein, je pars de l'extérieur, postérieur, et je remonte vers le centre et vers l'intérieur. Donc, ça, c'est viscéromotrice. Et ensuite, dernière colonne, donc la plus extérieure, mais du côté ventral cette fois, c'est la colonne somatomotrice. Donc somatomotrice et viscéromotrice, ça forme la lame basale. Donc c'était anciennement la lame basale. Maintenant, organogenèse de l'encéphale. Donc encéphale, je rappelle, cerveau, cervelet, tronc cérébral. Donc en fait, on va imaginer qu'on a un souffleur de verre qui va souffler, qui va faire des dilatations dans le tube neural. Ces dilatations, à la base, ce sera l'archéoencéphale et le cordencéphale. Ces deux dilatations, elles vont donner le prosencéphale, le mésencéphale et le rhombencéphale. Ensuite, on aura de ces 3 vésicules, 5 nouvelles autres, qui sont le télencéphale et le diencéphale à l'origine du cerveau, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Et le mésencéphale, métencéphale et myélencéphale, qui donneront le cervelet et le tronc cérébral. Pour se souvenir de l'ordre, c'est par ordre alphabétique. Donc S, T, Y, super simple. Voilà, ensuite, on aura 4 phénomènes concomitants. Concomitants et pas successifs, surtout pas, qui participent à la formation du cerveau. Donc on aura division du téléencéphale en forme d'oreille de Mickey, bascule du téléencéphale en oreille de Bunny cette fois, rotation en corne de bélier et ensuite fusion du téléencéphale au diencéphale. Donc attention, ces 4 phénomènes sont concomitants, il n'y a pas d'ordre. Maintenant, la musculature de l'embryon. Donc ça vient du système nerveux périphérique. Donc, on a dit qu'à partir de la moelle, on a des racines. Donc, racines antérieures motrices et racines postérieures sensitives. Elles vont se rejoindre pour former un nerf spinal.
Ensuite, ce nerf spinal il va se rediviser et donner un rameau antérieur et un rameau postérieur. Le rameau antérieur il va innerver l'épimère. Le rameau postérieur va innerver l'hypomère. L'épimère, ce sera en fait les muscles érecteurs de la colonne vertébrale, donc ceux qui vous permettent de vous tenir debout. Le rameau postérieur donc innerve l'hypomère. L'hypomère, ce sont les muscles de la paroi et les muscles des membres. Donc au niveau des membres, on aura une innervation en plexus. Donc maintenant, l'anatomie des méninges. Donc deux types de méninges, crâniennes et rachidiennes. On commence par les méninges crâniennes. Donc celles-là, elles vont entourer tout le système nerveux et les racines qui en sont issues. Donc on a trois types de méninges, la pimère, l'arachnoïde et la durmère. Donc là, je pars de l'intérieur vers l'extérieur. La pimère, ce sera celle qui va tapisser comme un vernis tout le système nerveux. Donc, nerveux central, je rappelle. C'est une lame porte-vaisseau. Donc, elle est toute collée au système nerveux central. Ensuite, on a l'arachnoïde, donc un peu plus à l'extérieur, avec des villosités arachnoïdiennes. Donc, en fait, ce sont des villosités en filet qui ressemblent à des toiles d'araignée et qui vont sécréter le liquide cérébrospinal ou liquide céphalo-rachidien. Donc, LCS ou LCR, c'est pareil. Ensuite, on a la durmère, donc troisième méninge, la plus externe. C'est celle qui est la plus résistante, qui est la plus périphérique et qui est adhérente à l'os. Alors, elle est adhérente à l'os partout sauf au niveau de l'espace décollable de Gérard Marchand. Donc, l'espace décollable de Gérard Marchand, en fait, c'est un endroit qui est en regard du sphénoïde et de l'écaille du temporal. Donc là, en fait, en gros, c'est vers ici. Vous aurez le temporal, le sphénoïde, donc on sera ici. Donc en fait, à ce niveau-là, si vous avez un traumatisme, il se peut que votre système nerveux soit refoulé par le sang créé d'un hématome extradural, donc extradural en dehors de la durmère. Donc voilà, donc ça c'est l'espace décollable de Gérard Marchand. Donc petit récap, donc de l'extérieur vers l'intérieur cette fois. Donc en dehors du système nerveux, pour le protéger, on a dit qu'il était la boîte crânienne qui est constituée d'os et d'os spongieux. Donc le premier os solide, la corticale, ce sera la table externe. Ensuite à l'intérieur, la diploïde qui est de l'os spongieux. Plus interne, on a la table interne. Ensuite en dessous, on a les méninges, donc la durmère, l'arachnoïde et la pimère. Toujours sur la méninge crânienne, donc on va avoir des dilatations de la durmère qui vont être à l'origine de sinus veineux et de la faute du cerveau et de la tente du cervelet. Donc on a ensuite le liquide cérébrospinal ou céphalorachidien qui est clair, qui est eau de roche et qui va circuler dans les villosités arachnoïdiennes pour être résorbé dans les granulations arachnoïdiennes. Ensuite, méninge rachidienne. Donc celles-là, elles entourent la moelle située dans le foramen vertébral. Le foramen vertébral, c'est un trou qui laisse passer la moelle dans vos vertèbres. Donc on retrouve la pimère, l'arachnoïde et la durmère, donc de l'intérieur vers l'extérieur, qui entourent la racine jusqu'à sa sortie du foramen intervertébral. Ce foramen-là, c'est pas le même que le foramen vertébral. Le foramen intervertébral, il est entre vos vertèbres, donc comme son nom l'indique, intervertébral. Donc en fait, quand vous empilez vos vertèbres, vous avez des trous pour laisser passer les racines nerveuses, c'est celui-là. On peut définir deux zones, l'épaule et l'aisselle. L'épaule, ce sera la zone entre, la jonction entre la durmère et la racine. Et l'aisselle, ce sera ce qu'il y a en dessous. Ensuite, on a des extensions de la durmère et du foramen intervertébral. Ça va former le diaphragme fibreux. Donc on dit qu'il est en peau de tambour. Ensuite, autour, on a un corps adipeux rachidien. Donc en fait, c'est du gras. Et ça permet le mouvement de la colonne vertébrale. Donc vous savez que notre colonne, on peut la bouger, enfin on peut se plier, faire des mouvements. On peut pas faire la même chose avec notre tête. Donc c'est pour ça qu'au niveau des méninges crâniennes, on n'a pas de corps adipeux, donc pas de mouvement, tandis qu'au niveau de la colonne vertébrale, on en a. On a dans ce corps adipeux rachidien des plexus veineux. Ils sont anastomosés entre eux et ils sont proches de la veine cave. Donc ces plexus veineux, ils vont battre au rythme de la durmère parce que ça va bouger en même temps qu'on va inspirer et qu'on va expirer. On va ajouter aussi qu'au niveau du corps adipeux rachidien, ce sera là où les anesthésistes vont piquer. Donc en fait, ce sont les péridurales, donc péridurales autour de la durmère. Donc c'est pour ça qu'on dit péridurale et que ce sont les anesthésies que vous connaissez. On peut aussi anesthésier en intradural, ce sont des rachianesthésies. Alors, la barrière hémato-méningée ou barrière hémato-encéphalique.
Donc, c'est les méninges qui vont former une barrière entre le système nerveux central et les vaisseaux. Ce qui fait que si jamais vous avez une infection des méninges, donc une méningite, il va falloir trouver des antibiotiques qui traversent cette barrière hémato-encéphalique. Donc, tous les antibiotiques ne la traversent pas et du coup, il faut en trouver certains qui soient capables de le faire. Alors maintenant, on passe aux cavités au sein du système nerveux central. Donc, on a des cavités qui sont les ventricules. Donc, on a deux ventricules latéraux, un troisième ventricule qui correspond au diencéphale et un quatrième ventricule qui s'appelle aussi la fosse rhomboïde. Donc, on commence avec les ventricules latéraux. Donc, eux, ils viennent du télencéphale. Ils sont issus de la division, bascule, rotation et fusion. Donc, les phénomènes concomitants qu'on a vu tout à l'heure. Ils sont composés d'un corps, un carrefour et de trois cornes. Donc sur le schéma, vous avez ça, c'est comme ça, c'est les ventricules. Donc là, en haut, vous avez la corne frontale. En bas, vous avez la corne temporale. Et en fait, là, si on imagine que mon poignet, c'est la dernière, enfin c'est le petit pic là que vous voyez sur le schéma, ça, c'est la corne occipitale. Là, au milieu, la jonction, c'est le carrefour. Tout ça, là, c'est le corps. Voilà. Donc ensuite, on a les ventricules qui communiquent avec le troisième ventricule, donc ventricules latéraux avec le troisième. C'est grâce au foramen interventriculaire, donc entre les ventricules. Donc ça passe au troisième ventricule. Ensuite, pour aller au quatrième ventricule, on passe par l'aqueduc du mésencéphale. Et ensuite, on arrive du coup au quatrième ventricule. À partir de ce ventricule-là, on peut aller au canal central de la moelle. C'est le petit rond que vous voyez dans les schémas sur la moelle. Tout ça, c'est tapissé de glis épendymères. On reprend notre analogie tout à l'heure avec le souffleur de verre pour expliquer la notion de toile et plexus choroïde. Donc, il y a certains endroits où le souffleur va souffler un peu trop fort et le quatrième ventricule, il va éclater. À ces endroits-là, ça va former la toile choroïdienne. Donc, la toile choroïdienne, c'est un double accolement de glis épendymères et de pimères. Donc, la glis épendymère, on l'a dit, c'est ce qui tapissait tout ce qu'on a vu avant, tous les ventricules, tout ça. On retrouve aussi des plexus choroïdes. Donc en fait, ce sont des morceaux de toile choroïdienne qui sont pénétrés par des pelotons vasculaires. Et c'est organisé en plexus. Donc là, on retrouvera principalement des veines, quelques artères parfois. Ils sont surtout situés dans les ventricules latéraux. Ils sont un peu moins dans les troisième et quatrième ventricules. Et très important, ils sécrètent le liquide céphalo-rachidien. Le liquide céphalorachidien ou liquide cérébrospinal, donc on revient dessus. On a dit qu'il baignait l'ensemble du système nerveux central plus les nerfs qui en sont issus. Il est résorbé dans les granulations arachnoïdiennes et il est sécrété principalement par les ventricules latéraux, donc dans les plexus choroïdes. Donc je vous ai fait un petit schéma récap de son trajet. Donc on part des ventricules latéraux. On passe ensuite par l'orifice interventriculaire pour rejoindre le troisième ventricule. Ensuite, deuxième orifice qui est l'aqueduc du mésencéphale pour aller au quatrième ventricule. Ensuite, un corps d'orifice qui est l'orifice médian du V4, donc quatrième ventricule, pour aller au canal épendymère. Ensuite, le liquide cérébrospinal va passer dans les espaces sous-arachnoïdiens et ensuite, il va aller dans l'encéphale et la moelle spinale. Donc là, vous avez le trajet sur le schéma qui est en dessous qui vous illustre ça. Alors maintenant, l'anatomie du cerveau. Donc le cerveau, c'est le téléencéphale et le diencéphale au centre. On a la fissure interhémisphérique. Donc comme son nom l'indique, c'est entre les hémisphères. C'est ce qui sépare les hémisphères, enfin le cerveau en deux hémisphères. On retrouve en périphérie donc un cortex qui est composé de substances grises. C'est là où on retrouvera les corps neuronaux. Au milieu, donc plus central, on aura la substance blanche et on aura dans cette substance blanche quelques noyaux gris. Donc c'est des morceaux de substance grise qui se mettent au milieu de la substance blanche. Attention, c'est l'inverse de la moelle spinale. Donc la moelle spinale, vous avez au milieu le papillon de substance grise et autour la substance blanche. Pour le cerveau, c'est l'inverse. Ensuite, on peut définir trois fissures primaires. La première, la fissure latérale de Sylvius, donc c'est celle qui est comme ça sur votre schéma. Ensuite, on a la fissure centrale, donc celle qui est plutôt verticale sur le schéma. Et ensuite, la fissure pariéto-occipitale. Ces fissures vont individualiser 4 lobes au cerveau. Donc, on a le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital et le lobe temporal. Donc, entre le lobe frontal et le lobe pariétal, vous aurez la fissure centrale.
Ensuite, entre le lobe frontal et le lobe temporal, cette fois, on aura la fissure sylvienne. Et ensuite, entre le lobe pariétal et le lobe occipital, la fissure pariéto-occipitale. Attention, on peut rajouter un cinquième lobe. Ce lobe, il s'appelle le lobe de l'insula et il est dans la fissure latérale. Il est seulement visible lorsqu'on prend des écarteurs. Donc c'est ce que vous voyez en vert sur le deuxième schéma. On peut rajouter à ça des fissures secondaires. Elles vont individualiser des gyrus, donc notamment le gyrus précentral et le gyrus post-central. Le gyrus précentral, ce sera celui qui s'occupe de la voie motrice, tandis que le post-central s'occupera de la voie de la sensibilité. On ajoute aussi 5 gyrus à l'insula. On va maintenant étudier le cerveau vu de l'intérieur. Donc on coupe au niveau de la fissure interhémisphérique. On va voir le corps calleux et le fornix, les ventricules latéraux qui sont accolés au niveau du septum pellucidum, donc au niveau de leur corps, on a un septum pellucidum, ou septum lucidum, c'est la même chose. On voit les fissures qu'on a vues précédemment, les lobes pareil, gyrus. On voit aussi le foramen interventriculaire, donc c'est celui qui partait des ventricules latéraux pour rejoindre le V3. Ensuite, du coup, on voit le V3, la queue du mésencéphale et le V4. Alors maintenant, la courbe de Charcot. Donc c'est une autre vue qui est un peu spéciale parce que l'axe, il est oblique. Donc on coupe comme ça. Bon, alors sur le schéma, du coup, c'est dans ce sens-là. Ouais, voilà. Et du coup, on retrouve la ligne médiane, le corps calleux, le trigone. Donc ça, ce sont des faisceaux d'association interhémisphérique, donc entre les deux hémisphères, ça les relie. Ensuite, on retrouve le gyrus frontal, le insula, le lobe temporel. Donc, j'ai pas précisé, mais les gyrus, en fait, ce sont des replis qui servent à augmenter la surface. Donc, nous, on est des gyrencéphales, c'est-à-dire qu'on a des gyrus. Contrairement aux lapins, par exemple, enfin aux autres animaux qui n'ont pas un cerveau aussi développé que le nôtre, qui sont lisencéphales. Donc, pour la blague, si vous voulez insulter quelqu'un, vous traitez de lisencéphale, ça veut dire que il a un cerveau de lapin. Voilà. Ensuite, on retrouve aussi le cortex, donc cortex qui est composé de substances grises, avec les corps neuronaux, le centre ovale qui est lui de la substance blanche. Voilà. Ensuite, on a les ventricules latéraux reliés par le septum pellucidum et qui ont aussi les plexus choroïdes. Donc on rappelle, ventricules latéraux, ce sont eux qui sécrètent majoritairement le LCR grâce au plexus choroïde. Ensuite, on retrouve le diencéphale, le foramen interventriculaire. On a aussi des noyaux gris, donc ça c'est assez important aussi à savoir, qui sont le claustrum, aussi appelé avant-mur, le noyau lenticulaire, donc composé à l'extérieur du putamen et à l'intérieur du pallidum. Et on a le noyau codé. Donc noyau codé, un peu spécial, et en fait c'est la spécialité la spécificité de cette coupe, c'est que vu que ça coupe oblique et que le noyau codé il a subi la gyration du tien encéphale, vous vous souvenez que ça fait partie des 4 phénomènes qu'on a vus, donc il tourne, le noyau codé il va être en gros comme ça. Et si vous coupez comme ça, vous allez vous retrouver avec juste la partie en haut du noyau codé et cette partie en bas du noyau codé. Donc on a la tête du noyau codé et en dessous la queue du noyau codé. Et au milieu, vous voyez rien, vu qu'il est coupé, c'est cette partie-là qu'on ne voit pas. Voilà, ensuite on retrouve aussi la capsule extrême, externe et interne, donc ce sont de la substance blanche. C'est la substance blanche, la capsule extrême, entre le lobe de l'insula et l'avant-mur. Capsule externe, c'est la substance blanche qui est située entre l'avant-mur et le noyau lenticulaire. Et la capsule interne, c'est celle qui est située entre le noyau lenticulaire et le diencéphale. On retrouve toujours le thalamus et des faisceaux d'association de substances blanches intra-hémisphériques cette fois. Donc maintenant, on passe à une vue latérale du cerveau. Donc on retrouve le corps calleux et le trigone qui sont des faisceaux d'association interhémisphériques, le foramen interventriculaire qui amène sur le diencéphale et qui se poursuit par le mésencéphale. On a le thalamus. Donc le thalamus, c'est un énorme noyau qui est un noyau relais des voies sensitives et de la voie extrapyramidale. Donc ça, on va les détailler un peu plus tard. Donc ce thalamus il est relié à l'antéhypophyse, qui s'appelle aussi adénohypophyse, donc les deux ça commence à A pour s'en souvenir, qui sécrète les stimulines. Donc les stimulines ce sont des hormones qui vont agir sur une autre glande, qui vont elles-mêmes sécréter d'autres hormones. Ensuite, ça c'est lié par un système porte. Système porte c'est juste des veines qui vont d'un organe et qui partent d'un organe et qui vont à un autre organe. Et ce système s'appelle système porte hypothalamo-hypophysaire.
Ensuite, on retrouve le sulcus latéral, qui est en fait l'étape supérieure du sulcus limitans. On a l'hypothalamus. Lui, il est rattaché à la post-hypophyse cette fois. Donc, thalamus rattaché à l'antéhypophyse, hypothalamus rattaché à la post-hypophyse, qui s'appelle aussi neurohypophyse. Attention, il n'y a que la neurohypophyse qui fait partie du système nerveux. L'autre, c'est une glande à part. Donc, antéhypophyse, c'est une glande à part. Donc, la post-hypophyse, elle sécrète l'ADH. ADH, c'est l'hormone antidiurétique. Elle sécrète aussi l'ocytocine, donc en fait ça c'est une hormone qui serait surtout présente lors de la contraction utérine pour l'accouchement. Et c'est rattaché du coup l'hypothalamus à la post-hypophyse par la tige hypophysaire, aussi appelée tige pituitaire. On retrouve aussi des noyaux mammillaires. Donc ces noyaux mammillaires, en fait c'est des noyaux pour la mémoire. On a aussi l'infundibulum tubaire, donc lui il amène à l'épiphyse. L'épiphyse c'est le centre anatomique du cerveau. Donc elle va sécréter des hormones qui vont passer dans le LCS, pardon. On retrouve par exemple la mélatonine. Donc la mélatonine, c'est une hormone qu'on va sécréter le soir avant de dormir. On retrouve aussi des noyaux de commande de l'éveil, du sommeil, de la faim, de la soif, qui sont situés au niveau du plancher du V3. Pour finir, on a le récessus sus-optique. Donc sus, ça veut dire au-dessus. Donc il est au-dessus du chiasma optique, d'où son nom. Et le LCS, donc toujours sécrété par les plexus choroïdes et qui passe par le foramen interventriculaire. On passe maintenant à l'anatomie du tronc cérébral. Donc là, on va étudier en vue antérieure. Donc en haut, il est limité par le tractus optique qui vient du chiasma optique et donc en fait ce sont les nerfs optiques qui donnent le chiasma optique. En dessous, on a les pieds du mésencéphale. On retrouve aussi le diencéphale avec la tige hypophysaire, les corps mammillaires et l'espace perforé postérieur. En dessous, on a le sillon ponto-mésencéphalique, donc comme son nom l'indique, c'est la limite entre le pont et le mésencéphale. Le pont, c'est la même chose que le métencéphale. On a aussi des pédoncules cérébelleux moyens, donc en fait, eux, ils vont dilater le métencéphale, donc le pont, parce qu'ils sont très gros. Donc on a aussi des supérieurs, des moyens et des inférieurs. Les pédoncules cérébelleux moyens, ce sont les plus gros. En dessous, on a un sillon basilaire, le sillon pontobulbaire. On a aussi la moelle allongée qui s'appelle aussi le bulbe. Donc ce sera en général la nomination par laquelle on désignera la moelle allongée le plus souvent. Même chose que le myélencéphale, c'est pareil. On a aussi un sillon médian, des sillons collatéraux ventraux. Donc médian, je rappelle, c'est au milieu, collatéraux sur le côté, et ventral, c'est devant. Donc c'est pour ça que vous les voyez en vue antérieure. On a ensuite les reliefs des olives bulbaires, les pyramides bulbaires et la dégustation des pyramides qui est juste en dessous. Tout en bas, la limite inférieure du tronc cérébral, c'est la moelle spinale. Alors attention, c'est pas une limite qui est très nette. Donc c'est vraiment, c'est assez arbitraire, mais c'est pas net. Donc maintenant, on passe à la vue latérale du tronc cérébral. Donc en haut, on trouve le tractus optique. Il amène au corps géniculé supérieur qui est relié par le bras conjonctival au colliculus supérieur. On a la même chose en inférieur, corps géniculé inférieur, puis bras conjonctival et colliculus inférieur. En dessous, on a toujours le mésencéphale, le sillon ponto-mésencéphalique, et cette fois un sillon qui est latéral du mésencéphale. On a en dessous le pont, la section des pédoncules cérébelleux moyens, mais on voit aussi sur cette vue la section des pédoncules cérébelleux supérieurs et inférieurs. On retrouve la saillie de l'olive bulbaire, les sillons collatéraux antérieurs et postérieurs. Donc sur la première vue, on voyait juste collatéral antérieur puisque c'est antérieur. Et maintenant, vu qu'on est sur le côté, on peut voir en antérieur et en postérieur. Et en dessous, on a toujours la moelle spinale. Dernière vue du tronc cérébral, donc en postérieur, c'est sans doute celle qui est la plus importante. Donc on voit les 4 collicules donc qu'on a vu juste avant qui forment le tectum du mésencéphale ou toit du mésencéphale. Donc on voit aussi les profilages des corps géniculés et des bras conjonctivaux. On retrouve toujours la section des pédoncules cérébelleux supérieurs, moyens et inférieurs. On a une partie postérieure du bulbe, le sillon médian postérieur et les sillons collatéraux dorsaux. Donc là, on voit tout ce qui est de dos, tout ce qui est postérieur derrière. Et on a donc le V4 ou fosse rhomboïde, le sillon médian et le sillon latéral droit et gauche.
Donc maintenant, on peut étudier plus en détail le V4, le quatrième ventricule, qui est aussi appelé fosse rhomboïde. Donc on va réséquer le toit du V4 et on va s'intéresser au plancher. Donc ce plancher, il est composé de 6 colonnes. Alors d'abord, cette fosse rhomboïde, donc en fait c'est un losange comme ça. Vous avez au milieu un sillon médian et encore au milieu un sillon latéral. Ces deux sillons, ils viennent du sulcus limitans. Donc maintenant, on s'intéresse aux colonnes. Donc au milieu, donc juste à côté du sillon médian, donc ici, vous avez la première colonne qui est la colonne somatomotrice, donc pour la motricité des nerfs somatiques. Ensuite, on a la colonne branchiomotrice. Donc là, attention, c'est la colonne qui est supplémentaire par rapport aux colonnes de la moelle. Donc à la moelle, on a seulement 5 colonnes, tandis que dans le V4, on en a 6. Ensuite, encore plus à l'extérieur, on a la colonne viscéromotrice pour la motricité des viscères, puis la colonne viscérosensitive pour la sensibilité des viscères. Ensuite, on a la colonne propriosensitive ou proprioceptive. Puis, pour finir, à l'extérieur, la colonne extérosensitive ou extéroceptive. On passe maintenant à l'anatomie du cervelet. Donc, le cervelet, il est en arrière du tronc cérébral. Il est relié par 3 pédoncules cérébelleux de chaque côté. Donc, c'est ceux qu'on voyait sur le tronc cérébral. Donc, il relie le tronc cérébral au cervelet. Donc, plus précisément, les pédoncules cérébelleux supérieurs relient le mésencéphale au cervelet, ceux moyens le métencéphale au cervelet et ceux inférieurs le mélencéphale au cerveau. Ensuite, donc, comme pour le cerveau, on a 2 hémisphères. Ces 2 hémisphères sont séparés par le vermis médian. C'est une grande fissure latérale. En vue supérieure, donc c'est ce que vous avez sur le schéma, on voit que le cervelet a une forme d'as de pic tronqué. Donc on a le vermis médian dont je vous ai parlé, et il a une structure côtelée, donc on dit en côte de velours. On continue avec la coupe horizontale du cervelet. Donc on va voir qu'on a des lames, des lamelles et des noyaux. Donc en fait, vous avez des lamelles de substance blanche qui vont pénétrer dans la substance grise. Ça s'appelle l'arbre de vie du cervelet parce que ça ressemble à des arbres. Ensuite, on a la coupe selon le grand axe. Donc là, on va voir qu'il y a des noyaux centraux. D'un point de vue fonctionnel maintenant, le cervelet a 3 parties. La première, c'est le vestibulocérébellum, qui s'appelle aussi archéocérébellum et qui est responsable de l'équilibration. Ça, c'est une partie qui est assez petite dans le cervelet. Ensuite, on a le spinocérébellum ou paléocérébellum, c'est responsable du tonus. Donc là, ça va occuper le tiers ou le quart antérieur du cervelet. Ensuite, on a le corticocérébellum ou néocérébellum, qui est responsable de la coordination. Donc celui-là, il occupe les 2 tiers postérieurs du cervelet. Tout ça, ça va amener au fait que le cervelet est la tour de contrôle involontaire. Donc en fait, inconsciemment, vous allez faire plein de mouvements qui vont nécessiter le cervelet parce que vous n'allez pas penser à être équilibré ou à la force que vous allez mettre dans le mouvement. Donc par exemple, vous dessinez quelque chose, vous prenez un crayon. Donc la coordination qui vient entre le fait de parler et de dessiner, ça c'est le cortico-cérébellum. Ensuite, si vous écrasez pas votre stylo, ça va être le spinocérébellum. Vous n'allez pas taper comme une brute dessus et vous n'allez pas juste le tenir tout nu. Donc ça, c'est spinocérébellum, c'est pour le tonus. Et puis équilibration, ce sera le fait de se pencher en avant pour aller récupérer votre stylo. Et ça, c'est le vestibulocérébellum. Donc, on a des épreuves qui sont faites pour évaluer l'efficacité du cervelet, donc voir si tout marche bien. C'est ce que votre maman elle faisait inconsciemment, c'est des épreuves des moulins, des marionnettes, tout ça, pour évaluer votre coordination. Sinon, il y a une épreuve aussi, vous mettez votre main devant votre nez, normalement si tout va bien, vous ne devez pas vous mettre une tarte. Voilà, donc ça c'est le cervelet. Alors maintenant, la moelle spinale. Donc la moelle spinale, elle commence au niveau du foramen occipital, donc en haut là, juste après la moelle allongée qu'on a vu avec le tronc cérébral. Et elle se termine au niveau de L2. Alors en général c'est L2, la plupart du temps c'est L2, mais il peut arriver que ce soit un constant. Et elle se prolonge jusqu'en S2 par un étirement qui s'appelle le phylum terminale. Donc c'est ce qui va donner la queue de cheval. Donc je vous en avais déjà parlé. En haut on aura les racines horizontales, en bas racines verticales qui descendent jusqu'en bas, jusqu'en S2 avec la queue de cheval.
On a aussi des épaississements. Donc ces épaississements, ils sont au niveau cervical et au niveau lombaire. Parce que c'est à ce niveau que vous avez les plexus nerveux, qui vont innerver vos membres. On a ensuite, pour finir, un cône terminal. Donc en fait, ce sera les myélomères sacrés. Alors maintenant, les myélomères, donc en fait, ce sont les étages horizontaux de la moelle spinale. Donc, on a de ces myélomères les racines qui partent, racines antérieures, postérieures et à droite et à gauche, qui vont se rassembler pour donner un nerf spinal. On a 8 myélomères cervicaux, 12 thoraciques, 5 lombaires et 5 sacrés. On en a 2 ou 3 myélomères coccygiens, mais c'est pas très important, on s'en fiche un peu. Alors ensuite, on a la dénomination des racines cervicales et par rapport aux racines thoraciques, lombaires et sacrées. Donc la racine cervicale prend le nom de la vertèbre sous-jacente. En fait, vous savez peut-être pas, que les vertèbres ont des noms. Donc en fait, vous avez 7 vertèbres cervicales, donc qui s'appellent C1, C2, machin, jusqu'à C7. Même chose pour le thoracique, donc 12 thoraciques, 5 lombaires et 5 sacrés. Donc vous avez votre première racine nerveuse qui va partir entre C0 et C1. En fait, c'est ça la différence, c'est qu'elle part pas entre C1 et C2, du coup, elle prend le nom de ce qu'il y a en dessous. Donc si elle part entre C0 et C1, ce qui est en dessous, c'est C1. Donc c'est pour ça que c'est la première racine. La première racine part de C1. Vous continuez comme ça jusqu'à le huitième myélomère. Ce huitième myélomère, waouh, je vais y arriver, il part du coup entre C7 et T1. Parce qu'en fait, vu que avant vous étiez à C6 et C7, on a dit que ça prenait le nom d'en dessous, donc ce sera la septième myélomère. Vu que vous en avez un huitième, le huitième il est entre C7 et T1. Là, alors on peut pas vraiment dire que ça prend le nom du coup de la vertèbre d'en dessous, vu que c'est T1, donc on va pas la relappeler T1, ça n'a pas de sens. Du coup, vous continuez avec les vertèbres thoraciques cette fois, donc les myélomères thoraciques. Ce qui veut dire que vu que vous êtes passé du C8, vous allez commencer à T1. T1, cette fois, du coup, on a déjà utilisé C8 et T1, donc ce sera de T1 à T2. Et on remarque que T1, du coup, donc la myélomère T1, il prend le nom de la vertèbre sus-jacente. En fait, c'est simplement le décalage entre les 8 myélomères et 7 vertèbres qui fait que les vertèbres cervicales, elles prendront le nom de la vertèbre sous-jacente, tandis que les vertèbres thoraciques, et du coup pareil pour lombaire et sacré, prendront le nom de la vertèbre sous-jacente. Donc j'espère que c'était clair, mais en fait, juste vous réfléchissez, vous faites pas tous les trucs un par un, mais vous faites ça pour le premier et la dernière, et comme ça vous voyez que c'est logique. Pour finir, on a une coupe transversale, donc dans ce sens-là, de la moelle. On retrouve les sillons donc dorsal et ventral, le ventral qui est plus creusé que le dorsal, et les sillons collatéraux, dorsaux et ventraux, desquels partiront les racines nerveuses. Ensuite, on a notre petit papillon d'axe gris qui possède deux cornes antérieures, deux cornes postérieures et qui sont reliés au milieu dans la partie intermédiaire par la commissure grise. Ensuite, on a 5 colonnes. Attention, 5 et pas 6 comme dans le V4. Là, on a 5 colonnes, donc la branchiomotrice n'est pas dans la moelle spinale. On a une colonne extéroceptive, donc dans la partie périphérique de la corne postérieure. Ensuite, un peu plus à l'intérieur, on a la colonne proprioceptive. Au niveau de la corne antérieure, on a en périphérie la colonne somatomotrice et entre les deux, donc entre la somatomotrice et la proprioceptive, on a une colonne, en fait deux colonnes végétatives qui sont la colonne viscéromotrice donc pour la corne antérieure et viscéroceptive pour la corne postérieure. Donc ça, ce sont deux parties qui sont végétatives. Au niveau de cette partie-là, entre le huitième myélomère cervical et le deuxième myélomère lombaire, on retrouve une colonne qui s'appelle la colonne intermédio-latérale. Elle est orthosympathique. Donc en fait, c'est là où vous retrouverez les protoneurones orthosympathiques. Donc c'est que entre C8 et L2. Ensuite, deuxième colonne qui est sur toute la hauteur de la moelle cette fois. C'est la colonne intermédio-médiale. Donc celle-là, elle est sensitive. Ensuite, entre S2 et S4, donc entre le deuxième myélomère sacré et le quatrième myélomère sacré, on a une colonne qui s'appelle colonne intermédio-ventrale. Donc celle-là, elle est parasympathique. Donc la première, IML orthosympathique, la dernière,
IMV parasympathique. Donc, attention, c'est seulement sur C8, respectivement sur C8 et L2 et S2 et S4, tandis que la colonne IMM, qui est vraisemblablement sensitive, est sur toute la hauteur de la moelle. Ensuite, pour finir, on a les cordons latéraux de substance blanche, des faisceaux propres d'association et les racines. On peut aussi voir le ganglion spinal qui est sur la racine postérieure de la moelle. Voilà, du coup, j'en ai fini avec ce premier diapo sur le système nerveux. Donc là, vous avez la base avec l'anatomie de tout le système nerveux central, le cerveau, cervelet, tronc cervéral, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est à bien maîtriser. Donc il y a des points qui sont plus importants sur lesquels j'ai vraiment insisté. Et il faut vraiment le savoir par cœur, ça. Donc voilà, SN, c'est un gros chapitre que là, du coup, j'ai plutôt bien simplifié. Vous verrez donc que ma fiche, elle sera plus complète. Donc pareil, ça va sortir à peu près en même temps que les vidéos. Donc voilà, j'ai piqué quelques schémas au manuel de Peretti, donc du professeur de Peretti, et des carnets d'anatomie qui sont dessinés par Grégoire Bancler. Voilà, donc si jamais vous voulez plus d'infos, si vous voulez approfondir, je vous conseille d'acheter le manuel d'Anat, du professeur de Peretti, parce que il y a plein de schémas, puis il y a des trucs qui sont expliqués, et puis en fait ça ressemble, enfin c'est quasiment que le programme de P1. Donc voilà, je vous souhaite bon courage et Anatole est toujours là pour veiller sur vous avec les tuteurs d'Anat.